Bonjour Antoine Bourguillot, bienvenue à Entretemps. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, très heureux que vous ayez accepté de vous prêter au jeu de l'entrevue filmée. Et le jeu, vous ne faites pas que vous y prêtez, mais vous vous y adonnez personnellement et professionnellement. En effet, vous êtes concepteur et développeur de jeux, vous êtes aussi officier de l'armée, officier traitant de la cellule jeux de guerre au ministère des Armées. Et par ailleurs, vous êtes doctorant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous préparez une thèse sur le jeu de guerre en France au XVIIIe et XIXe siècle. Vous enseignez aussi les jeux de guerre à Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre d'un master. Et on peut déjà vous lire, puisque vous avez publié en 2020 Jouer la guerre, histoire du wargame, chez Passé Composé, qui est un livre autour, comme le titre l'indique, de l'histoire du wargame. Alors, pour commencer cet entretien et pour que le public d'Entretemps comprenne mieux ce dont on va parler et ce que vous faites, Antoine Bourguillot, qu'est-ce que c'est que le wargame? Qu'est-ce que c'est que le jeu de guerre auquel vous vous intéressez et que vous enseignez? Bonjour Aurélien Peter. Le jeu de guerre, qu'est-ce que c'est? Alors on l'appelle le jeu de guerre en France, ou le jeu de la guerre, ou le jeu d'histoire. On l'appelle le wargame en anglais, on l'appelle Kriegspiel en allemand. C'est un outil, et c'est aussi un hobby, c'est les deux. C'est un outil qui s'est développé, ou plus précisément qui est devenu un outil militaire entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, dans les espaces germaniques, d'où son premier nom de Kriegspiel. C'est au départ un jeu qui a pour objectif, comme beaucoup d'autres jeux, on pense évidemment notamment aux échecs par exemple, de représenter la guerre et les situations de conflit. L'idée de représenter la guerre par des jeux est ancienne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on a évolué dans ces représentations de la guerre, historiquement, entre des jeux que l'on dit heuristiques et des jeux stochastiques. Alors la différence, c'est que donc, les jeux dits heuristiques sont des jeux dans lesquels il n'y a pas de hasard. Alors on pense effectivement aux échecs, aux dames, au go. Et puis les jeux stochastiques, ce sont des jeux dans lesquels il y a du hasard, qui peut être introduit par des dés, par des cartes. Alors le jeu stochastique par excellence, c'est le jeu de loi, puisqu'il n'y a absolument aucune forme de stratégie. On jette un dé, on avance du nombre de cases indiquées par le dé, et certaines cases vous font avancer, vous arrêtent, vous font repartir. Ce qui est intéressant, c'est que les deux jeux, entre guillemets, les plus aux deux extrêmes, si j'ose dire, de cet éventail, les échecs d'un côté, le jeu de loi de l'autre, sont des jeux qui sont nés plutôt dans les espaces indiens. Le premier étant un jeu, le chatrang, qui avait pour objet effectivement de faire de la formation aux problématiques historiques, aux problématiques militaires au départ. Le jeu de loi étant beaucoup plus un jeu représentant en fait le cercle et le cycle de la vie, avec évidemment, puisque encore une fois on est mu par le hasard, l'idée que le destin ne nous appartient pas et que nous sommes en quelque sorte les objets du destin, des dieux, quel que soit le terme qu'on leur donne. Le chatrang est effectivement une tentative de modélisation de la guerre parce que ça signifie le jeu des 4 divisions en sanskrit. Et les 4 divisions, ce sont les 4 grandes armes, c'est comme ça qu'on parle dans les armées, de l'armée indienne classique, c'est-à-dire l'infanterie, qui sont représentées par les pions, les chariots, qui sont représentés par les tours, les éléphants, qui sont représentés par les fous, et les cavaliers, qui sont représentés par les cavaliers. Évidemment, au VIe siècle de notre ère, le moment où naît cet outil, il n'y a pas de reine sur le champ de bataille, il y a un général. Voilà, donc ce qui est devenu la reine des échecs est, pour les Indiens, le général. Depuis le chatrang et depuis l'Inde, qui date d'il y a plusieurs siècles, depuis l'Inde ancienne, il y a toute une histoire, tant du jeu de hasard, enfin, dans lequel le hasard joue un rôle très important, comme le jeu de loi dont vous parliez, que du jeu où le hasard est complètement absent. Et d'ailleurs, les deux se lient à partir de la fin de l'époque moderne,
tant dans certaines versions du Kriegspiel que dans le Wargame du 19e. Donc ces jeux ont une histoire, et dans votre livre Jouer la guerre, vous montrez notamment comment le Kriegspiel se développe au 18e, 19e siècle, comment le Kriegspiel devient un outil redoutable aux mains de l'armée prussienne dans les années 1870, en tout cas considéré comme redoutable dans les mains de l'armée prussienne. Alors comment est-ce qu'on fait l'histoire des jeux de guerre? Sur quelles sources on se fonde quand on fait l'histoire des jeux de guerre? En fait, c'est compliqué, et c'est à la fois simple et compliqué. C'est compliqué parce que, c'est simple déjà parce qu'effectivement il existe de très nombreux jeux. Alors il faut savoir que jusqu'à une date assez récente, la majorité de ces jeux en fait ne sont pas des jeux en boîte, ce sont des livres. Donc on a des livres dans lesquels il y a les règles du jeu, parfois des indications pour construire le plateau. Il est parfois possible d'aller chez certains éditeurs, notamment par exemple sur la place de Paris. Il en est un qui produit des plateaux de jeux et qui est situé non loin des studios où nous enregistrons d'ailleurs. Il est situé juste à côté de l'endroit où se trouve à l'heure actuelle le Café Le Procope. Et en fait, donc, du coup, il faut aller chercher des livres en fait. Et il ne faut pas aller s'imaginer qu'on va trouver des boîtes de jeux. Les boîtes arrivent plus tard, avec des fabrications de pions, et donc du coup qui nécessitent effectivement le fait qu'on mette des jeux dans une boîte. Mais au départ, ce sont des livres. L'autre problème, le problème qu'on a aussi, c'est que malheureusement, beaucoup, et ça c'est quelque chose auquel j'ai été confronté, et on continue de l'être d'ailleurs, beaucoup de choses sont appelées des jeux qui n'en sont pas, dans certaines sources. Et beaucoup de choses sont des jeux et ne sont pas désignés comme tels. Donc du coup, il y a une véritable recherche à faire souvent dans des archives qui sont très disséminées. On trouve des choses par exemple à la bibliothèque patrimoniale de l'école militaire, on en trouve un petit peu aussi au SHD, on en trouve à la Bibliothèque nationale, on en trouve en fait, et puis on en trouve aussi parfois dans les archives d'officiers ou de passionnés qui ont eu le bon goût de nous laisser 2-3 choses dans leurs archives, mais parfois pas. Un cas intéressant, c'est celui de Guibert. Guibert, dans ses ouvrages, parle du fait que, avec son père, pendant qu'il était en campagne, pendant qu'il menait campagne pendant la guerre de 7 ans, tous les soirs, ils faisaient en quelque sorte un jeu de guerre. Ils installaient sous des couvertures des livres et puis ils essayaient de reproduire le terrain et de déplacer des blocs de bois. Enfin, c'est pas très clair, mais en tout cas, l'idée, c'est que voilà, on utilisait des outils pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. En fait, il y avait une espèce de répétition et de volonté de comprendre ça. On n'a aucune trace de ça, en fait, dans les archives, ni de Guibert père, ni de Guibert fils. Et donc, du coup, on en est réduit à des supputations. C'est évidemment très frustrant, mais bon, je ne vous apprends rien, ça fait hélas partie du métier d'historien, d'être de temps en temps de découvrir une source inattendue, et puis régulièrement de se dire, tiens, tout pointe vers cette personne et on devrait trouver quelque chose, et puis en fait, malheureusement, on ne trouve rien. Donc, en fait, un des enjeux principaux de mes recherches sur les jeux de guerre en France, c'est évidemment la quête des sources. Et puis, ce qui est intéressant évidemment aussi dans le cadre de cette recherche, c'est que on recherche des objets qui ont un but opératoire. C'est-à-dire que le jeu, il est fait... un livre, évidemment, est fait pour être lu, mais c'est entre guillemets quelque chose qui peut être un peu passif. Le jeu, il est fait pour qu'on y joue. Et donc là, du coup, il y a quelque chose d'actif pour celui qui s'en empare. Et donc, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre et de voir comment des jeux se sont créés, parce qu'en fait, comme des livres, comme des films, comme des émissions de radio, comme à peu près tous les objets culturels, les jeux s'inscrivent dans un contexte. Et on ne construit pas des jeux de la même manière au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et au fur et à mesure du temps, des choses changent et évoluent. Alors, est-ce que pour comprendre cela, ça peut être intéressant, en tant qu'historien, de jouer à ces jeux? Bien sûr. Je pense que c'est d'ailleurs fondamental. En fait, il est souvent très éclairant de jouer à des jeux anciens, alors qui ont des biais, mais justement qui permettent de comprendre certaines choses.
Il y a un jeu, par exemple, qui m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait, il date donc de 1760, c'est le jeu de Opitz, le Opitz Kriegspiel. On est dans une forme de mythologie, c'est-à-dire que l'auteur lui-même dit qu'en fait, ce jeu est le plus ancien, puisqu'il a été créé par son père. On n'a pas tellement de moyens, malheureusement, de vérifier que c'est le cas, et si ça se trouve, c'est effectivement une de ses créations qu'il a attribuée à son auguste père. On ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que ce jeu, au moment où pratiquement tous les jeux sont fondés sur une sorte d'évolution des échecs, pour le dire simplement, on augmente la taille du plateau. Au lieu d'avoir un plateau parfaitement plat, on va avoir du terrain, des collines, des villages, des routes, des rivières. Et puis au lieu d'avoir des tours, des fous, on va avoir des grenadiers, des cuirassiers, de l'artillerie, des pontonniers. Opitz décide d'introduire une part de hasard, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que des unités se tirent dessus ou se combattent, on jette 2 dés à 6 faces, on additionne leur score, on le multiplie par 4, et ça donne le nombre de pertes subies. Et il invente même un petit mécanisme qui est très intéressant, qu'il appelle le Ja oder Nein, donc le oui ou non, et qui dit, voilà, par exemple, si je fais 12, et que je multiplie donc par 4, ça fait 48 pertes, mais si je fais un score impair, on va considérer que dans certaines circonstances, je ne fais aucune perte. Donc par exemple, si l'unité sur laquelle je tire est dans un village, donc elle est protégée. Donc on va considérer que j'ai une chance sur 2 en fait de faire des pertes et une autre chance sur 2 de ne pas faire de pertes du tout. Donc là, on voit qu'il y a une mécanique intéressante, une forme d'introduction de la friction bien avant que Clausewitz n'emploie ce terme dans son traité de la guerre. Et ça, vous diriez que c'est notamment en jouant, en l'expérimentant, qu'on le comprend mieux, ou les règles suffisent à bien le percevoir? Alors, je pense vraiment, et ça c'est mon expérience de joueur, que pour comprendre une règle et son mode de fonctionnement, il est toujours nécessaire d'y jouer. Il est des règles qui, sur le papier, quand vous les lisez, vous vous dites « je pense que ça ne marche pas ». Et vous les testez, vous vous rendez compte que en fait, ça marche très bien. Et à l'inverse, vous avez des règles, vous vous dites « c'est brillant ». Vraiment, on est épaté par l'intelligence et la finesse du jeu, et on se rend compte en fait, en essayant de les mettre en place, qu'en fait, ça produit quelque chose de plat, avec des effets de bord, des choses tout à fait désastreuses, et qu'en fait, ça ne marche pas. Donc en fait, il faut, de la même manière que la preuve la même manière que la preuve du pudding, c'est qu'on peut le manger, la preuve du jeu, c'est qu'on peut y jouer. Oui, donc ça montre bien que vous ne travaillez pas seulement sur la théorie du jeu, mais aussi sur l'application pratique et la façon dont on peut jouer un jeu, la façon dont on peut prendre en main des règles et les appliquer dans le cadre d'une partie. Alors, là, on a parlé du wargame de façon générale pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui va nous intéresser plus ici à Entretemps, c'est le wargame historique. C'est dans les années 50 que le wargame met en scène de façon plus précise des jeux historiques, en tout cas qu'un grand nombre de créateurs se tournent vers la simulation historique. Pourquoi ce moment que vous déterminez dans les années 50 à ce propos? Alors, je n'ai pas véritablement l'explication, mais c'est vrai que c'est un mouvement assez général. Il faut le dire qu'en fait, en gros, la production des jeux de guerre, elle s'adresse essentiellement à des militaires du début du 19e siècle jusqu'en gros à la fin jusqu'au 2/3 en fait, du 19e, et à partir de ce moment-là, notamment sous l'impulsion d'auteurs comme H.G. Wells ou Herbert Louis Stevenson, le jeu devient un hobby, et donc utilisé par de nombreuses personnes qui sont passionnées, qui utilisent, alors la plupart du temps, pour ce qui est de Wells, des figurines en plat d'étain, et avec un petit système de règles assez simple qui produit un jeu. C'est une façon d'ailleurs de mettre des figurines, ce qui n'était pas le cas avant, d'immerger tout à fait davantage dans le jeu. Absolument. Voilà, donc ça donne naissance à un livre qui s'appelle Little Wars, Petite Guerre, qui est donc écrit en 1913, juste avant la Grande Guerre. En fait, dans les années 50, à la fin des années 40, il s'est passé quelque chose d'intéressant et d'important évidemment dans le cadre de la guerre, et cette chose-là, ce sont les 2 explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. On en vient à l'idée, c'est quelque chose qui va d'ailleurs arriver après avec les jeux vidéo, on en vient à l'idée qu'en fait les jeux de guerre tels qu'utilisés par les militaires sont des outils qui sont dépassés. Pour plaisanter, un analyste de la RAND, donc qui est
qui est un think tank américain créé en 1948 pour réfléchir aux problématiques de défense notamment. Je vais très vite, mais voilà, c'est l'idée générale, dit qu'en fait, il n'est plus nécessaire de faire des jeux de guerre, il suffit de dégoupiller une grenade, de la mettre au milieu du plateau et ensuite de compter les pions qui restent. On se rend assez rapidement compte qu'en fait, il n'en est rien, notamment parce qu'effectivement, tout ce qui se passe autour de la dissuasion est précisément né de la théorie des jeux, et notamment des travaux d'un mathématicien brillant qui s'appelle John von Neumann, qui a été impliqué dans le programme de construction des bombes atomiques, et qui est l'auteur de cette théorie, qu'on appelle la Mutually Assured Destruction, la doctrine MAD, qui est en fait totalement fondée sur la théorie des jeux. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a l'idée que c'est intéressant de s'intéresser peut-être à l'histoire parce que le futur, potentiellement, il n'est pas si réjouissant que ça et que les guerres du futur ne sont pas si plaisantes, surtout parce qu'effectivement, il y a une composante de potentielle destruction totale de l'humanité. Et donc, des éditeurs de jeux commencent à produire des jeux historiques avec cette idée intéressante qui est celle de l'incarnation. Les premières publicités que l'on peut voir, notamment qui sont développées par une société qui s'appelle Avalon Hill, qui est une des premières à rentrer sur le marché à la fin des années 50, c'est « You are in command ». C'est pouvez-vous changer le cours de l'histoire? Vous allez être Eisenhower et vous dirigez l'invasion de la Normandie. Vous êtes le général Meade et vous commandez l'armée de l'Union à la bataille de Gettysburg. Allez-vous changer l'histoire? Pouvez-vous la renverser, etc., etc. Et donc, il y a cette idée que le jeu peut être un outil pour se plonger dans l'histoire et pour non plus lire, mais faire. De façon dynamique, d'une certaine manière. Absolument, tout à fait. Et donc, du coup, c'est sortir, entre guillemets, soit du commentaire pour ceux qui font de l'histoire, soit de la lecture, tout simplement, ou du visionnage pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais n'en font pas, et en leur disant, en fait, peut-être y a-t-il quelque chose à chercher, à trouver, à comprendre, non pas en lisant le récit de la brillante campagne de tel ou tel général, mais en essayant d'en comprendre les ressorts et les mécaniques. On explore des possibles, en fait. Et justement, dans cette exploration des possibles, vous faites attention à bien parler de simulation historique en parlant de ces jeux, en la différenciant de la reconstitution historique ou de la what-if history. Alors, pourquoi est-ce que vous faites cette distinction entre les jeux et puis tant la reconstitution ou la what-if history? Alors, parce qu'effectivement, ce sont trois axes différents de faire de l'histoire et d'explorer des possibles. La what-if history, l'histoire contrefactuelle, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, a pour objet premier, alors il y a de nombreux livres qui sont sortis, notamment au départ plutôt dans le monde anglo-saxon, puis les Français s'y sont notamment mis. On pense au livre de Quentin de Luermoz et Pierre Saint-Garavelou, justement, sur cette histoire des possibles qui est paru au Seuil. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire contrefactuelle, la what-if history, substitue en quelque sorte un contre-récit à un récit. Donc on remplace un récit par un autre récit. L'objectif de la reconstitution, et pour les reconstitueurs, c'est incarner une époque, des personnages, des soldats, porter un soin extrême à la véracité des uniformes, etc. etc. Ce sont des gens qui ont été souvent un peu méprisés et montrés du doigt par une partie de la communauté historique parce qu'on leur reprochait en quelque sorte de s'intéresser un petit peu trop à la couleur des boutons de guêtre et pas tellement à l'histoire dans son ensemble. Alors j'ai envie de dire effectivement il y a sans doute parmi les gens qui font de la reconstitution des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur bouton. Mais ce n'est pas le cas de tous. C'est pas le cas de tous. Et puis surtout, ces gens-là, pour reconstituer leurs uniformes, eh bien, ils sont allés dans les archives. Ils sont allés essayer de trouver des règlements, essayer de comprendre comment les teintes étaient faites. Voilà, par exemple, un des grands classiques, c'est les gens qui vous expliquent que la couleur de l'uniforme, du bleu de l'uniforme des soldats français sous Napoléon, cette couleur n'existe pas. Les teintures à l'époque sont végétales. Les fixateurs sont parfois fonctionnent pas. Les soldats, dès qu'ils commencent à prendre la pluie, le soleil, les couleurs se délavent. Et ces gens-là nous apportent aussi ce point de vue-là. Oui, ça force à se poser des questions que les historiens, les historiennes parfois ne se posent pas. Absolument. Et donc de voir différemment, d'observer différemment les sources
et d'observer le passé différemment. Et puis, parfois, en allant justement chercher des choses qui les intéressent eux, si j'ose dire, ils trouvent des choses qui nous intéressent nous. Et c'est là où c'est intéressant. Le jeu, lui, ne produit pas un contre-récit, il produit une matière à récit. C'est-à-dire que si vous et moi, Aurélien, nous refaisons la bataille de Waterloo en jeu, avec un jeu de guerre, nous n'aboutirons sans doute pas au même résultat. Peut-être aboutirons-nous à un résultat qui, globalement, va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire effectivement une défaite française et une victoire des coalisés, mais sans doute pas de la même manière, pas au même moment, peut-être pas au même endroit. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi, quelque part, de toucher du doigt le fait que, oui, certains historiens ne s'y sont pas trompés, l'anecdote a quelque chose de l'ordre de l'écume, parce qu'en fait, quand vous jouez à un jeu, et pour reprendre l'exemple de Waterloo, l'exemple voilà, le plus fameux, l'anecdote la plus courante, le fameux Maud Cambronne qui refuse de se rendre face aux Britanniques. Si ça se trouve, cette résistance magnifique, elle aura lieu à un autre endroit, avec une autre unité, et si ça se trouve, ce seront des Britanniques ou des Prussiens qui résisteront bille en tête face à l'ennemi, ce qui montre bien que les anecdotes sont parfaitement interchangeables, et à partir du moment où elles sont parfaitement interchangeables, ça signifie qu'effectivement on est dans l'écume. Et le jeu est un moyen en fait détourné et intéressant, je trouve, d'explorer cela. Et en même temps, l'anecdote ne perd pas tout son sens parce que le joueur a plaisir à se retrouver dans l'anecdote, dans le moment qui va faire qu'il y aura un événement précis qui va arriver. Et donc, on voit un lien en fait entre ce que vous parlez comme étant de la friction, en reprenant le terme de Clausewitz, et ce qui est de l'ordre plus structurel de ce qui va faire que le cours d'une bataille ne va pas forcément changer, même si les événements ponctuels, eux, changent. Absolument. Alors, est-ce que, et c'est une question que s'est posée Guy Debord, vous le présentez dans le livre, hein, est-ce que finalement, en faisant du jeu historique, on ne retrouverait pas la nature de la guerre? C'est en tout cas la question que s'est posée Guy Debord, quoi, dans les années 50, 70 plutôt. Alors effectivement, Guy Debord crée un jeu qu'il appelle d'ailleurs le Kriegspiel, hein, ce qui montre bien. Alors, ça fait partie des choses sur que je continue d'essayer d'explorer. J'ai essayé de savoir, mais c'est compliqué, quelle était la ludothèque de Guy Debord. Parce que dans ce qu'il écrit, il semblerait à la fois qu'il est... En fait, Guy Debord réinvente littéralement un jeu qui existe déjà, qui est le Kriegspiel d'Helvig, qui a été créé en gros vers 1780. Son jeu en est très très proche. Donc la question c'est est-ce qu'il avait mis la main dessus? Est-ce qu'il est arrivé finalement à réinventer en quelque sorte la roue? Je ne crois pas, parce qu'en fait il y a des indices qui montrent qu'il a quand même une conscience de ce qui s'est fait avant. Mais effectivement il y a une volonté de revenir à un jeu. Alors le jeu de Guy Debord, auquel j'ai joué, puisqu'encore une fois, je pense qu'il faut le faire, est un jeu pour le coup totalement heuristique, et qu'il n'y a pas de hasard dans le jeu de Guy Debord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il est dans une approche très structuraliste, revenir à l'essence de la guerre. Son plateau est très épuré, donc il y a aussi une volonté de revenir vers une épure. Donc, oui, il n'y a plus de folklore dedans. D'une certaine manière, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas de figurines. Non. On est dans la grande structure, le jeu pourrait se dérouler absolument à n'importe quelle époque, en fait. On sent qu'on est plutôt sur la fin du 19e, le début du 20e, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'aviation, on est vraiment sur du combat terrestre, mais globalement, le jeu n'a pas on ne peut pas s'accrocher à quelque chose de concret. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'approche de Guy Debord me rappelle qu'un historien américain qui s'appelle Michael Citino a notamment parlé du jeu de guerre comme une forme de résolution de ce qu'il appelle la quadrature du cercle jomino-clausewitzien. Alors, pour rentrer un petit peu, pour aller rapidement sur ce point-là, on pourrait dire que Jomini a une vision très structurelle de l'histoire de la guerre, donc la guerre, entre guillemets, dans la pensée de Jomini, ce sont de grands invariants. C'est-à-dire que globalement, il y a des invariants de la guerre que l'on retrouve, quelle que soit la période, les moments, les espaces. Chez Clausewitz, par contre, l'essence, ce qui fait selon lui l'essence de la guerre, c'est ce qu'il appelle la friction.
c'est-à-dire tout ce qui est susceptible de mal fonctionner, un ordre qui est mal reçu, un ruisseau qui n'était pas présent sur la carte et qui va entraver le mouvement des troupes, la pluie qui va mouiller la poudre, etc. Bref, tout ce qui est susceptible de mal tourner à la guerre, et qui a été résumé par un historien et surtout militaire, Moltke, en disant aucun plan de bataille ne survit plus de 5 minutes au contact de l'ennemi. Et finalement, le jeu de guerre, effectivement, est un peu, oui, jemino-clausewitzien, dans le sens où il suit des règles précises, avec souvent une séquence de jeu, c'est très procédural. Et à côté de ça, il y a l'introduction de dés, de cartes, qui viennent ajouter de la friction et viennent en quelque sorte atténuer le caractère prédictible d'une suite de règles énoncées. Et donc, pour revenir sur Guy Debord, hein, à nouveau, vous pensez qu'on peut trouver la nature de la guerre en faisant un jeu? Je ne sais pas quelle est la nature de la guerre, et je ne suis pas certain qu'on puisse la trouver en faisant un jeu, non. C'est vrai que ça montre peut-être une limite, mais en même temps, ça ouvre plein de possibles. Est-ce que vous pouvez développer, parce que vous-même, vous concevez des jeux, des wargames, est-ce que vous pouvez développer, comment est-ce que vous y prenez quand vous développez un wargame historique? Comment est-ce que vous faites à la fois pour allier la prise en compte des sources, de la littérature secondaire, et puis les mécaniques propres d'un jeu? Eh bien, en fait, je dirais que j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui s'intéressent à l'histoire ou pour les étudiants en histoire, c'est que si vous savez déjà en quelque sorte effectuer des recherches ou construire un mémoire, vous savez presque concevoir un jeu. Fondamentalement, quand on veut faire un jeu d'histoire, la démarche est à peu près la même. La finalité est différente, mais la démarche est la même. Si je veux faire un jeu, voilà, je vais vous donner un exemple assez concret. L'an dernier, plus précisément au printemps dernier, j'accompagnais, comme à peu près tous les ans, l'école de guerre terre, qui est donc la première année de l'école de guerre pour les officiers de l'armée de terre, qui effectuait ce que l'on appelle un EHT, un exercice historique de terrain, qui les a amenés en Italie, autour du mont Cassin, pour revivre les combats qui ont été livrés par le corps expéditionnaire français en Italie entre 1943 et 1944, aux côtés des Britanniques, des Américains, des Canadiens, des Polonais. Comme souvent, les stagiaires de l'école de guerre terre, qui sont en fait des étudiants, hein, qui ont 35 ans, mais qui sont quand même des étudiants, on leur donne un livret historique à lire. Et comme presque tous les étudiants, eh bien, ils ne le lisent pas. Bien. Donc, on s'est dit comment faire pour faire en sorte de les mettre entre guillemets un peu dans le bain et pour faire en sorte que l'exercice historique de terrain, qui va les pousser en fait à reconstruire, à refaire des batailles, à refaire des plans et à rééchafauder des plans sur les lieux mêmes, pour qu'ils s'y intéressent. J'ai donc fait un jeu sur le franchissement du Garigliano en janvier 1944, au moment où les Alliés tentent, pour ceux qui connaissent la période, de débarquer à Anzio, donc à côté de Rome. C'est un échec total. C'est un échec total parce qu'en fait, on ne peut pas passer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un jeu? Comme on fait un mémoire, c'est-à-dire qu'on définit un périmètre temporel, là en l'occurrence 2 semaines. On définit un périmètre géographique. Je partais en gros du sud du Garigliano jusqu'à Rome, parce que je voulais que ceux qui allaient jouer au jeu aient Rome en ligne de vue, puisque c'est l'objectif des Alliés à ce moment-là. Et puis ensuite, eh bien, on fait, ma foi, des recherches sur le terrain. Alors, j'ai pris des cartes que j'ai trouvées sur un site américain, qui étaient des cartes en fait, qui dataient de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient les cartes avec lesquelles les états-majors alliés avaient travaillé dans la région, donc qui m'ont permis de voir à quoi ressemblait le relief, où se trouvaient les axes principaux de circulation, etc., et puis les fleuves. Et puis ensuite, je suis allé aussi regarder un petit peu dans les archives, dans les livres d'histoire, là plutôt, on est plutôt sur du secondaire, pour trouver les ordres de bataille des différentes unités qui participaient à ce combat. Après cela, évidemment, il y a la part de connaissance des jeux et des différents types de mécaniques qui permettent de produire un jeu assez rapidement quand on en a l'habitude. Je ne suis pas allé chercher très loin, j'ai pris un jeu qui existait déjà et je l'ai adapté en fait au théâtre d'opération qui m'intéressait. Ça m'a permis de faire un jeu en 2 semaines, encore une fois en respectant
si j'ose dire, presque les canons de la recherche historique, c'est-à-dire définir mon sujet, définir ses limites géographiques et spatiales, temporelles, son échelle aussi. Hein, je ne pouvais pas m'intéresser à un échelon trop bas, donc je ne suis pas descendu en dessous de la division. Ça permettait de faire un jeu qui, en 2 heures, offrait à ceux qui y jouaient la possibilité non pas de rentrer dans une maille fine de ce que c'était que le combat en 1944, mais néanmoins de saisir les enjeux du terrain, de comprendre que le plan était voué à l'échec, parce que c'est quelque chose d'important, mais quand on fait un jeu de guerre, il n'est pas obligatoire que les 2 camps aient les mêmes chances de l'emporter. Je pense que si vous faites un jeu sur la campagne de France en 1940 et que vous offrez assez régulièrement la possibilité aux Français de finir à Berlin, il est probable que malheureusement votre jeu ne soit pas très équilibré. Et donc du coup, en fait, l'objectif c'était de leur dire ce plan ne marche pas, vous ne pourrez pas passer, vous ne pouvez pas tendre la main aux unités qui ont débarqué à Anzio. Et donc du coup, le jeu était tourné en ce sens-là. Et je voulais qu'ils comprennent où était le terrain, avoir une idée de l'ordre de bataille pour que, une fois arrivés sur place, ils aient tout cela en tête. Oui, comme vous dites, là où le jeu historique doit garder et prendre en compte des éléments historiques, c'est que on peut changer un peu le cours de l'histoire dans le jeu, mais si on veut qu'il y ait une cohérence avec ce que les sources nous disent, avec ce que la littérature secondaire nous dit, il faut quand même que certains objectifs soient pour les uns atteignables et pour les autres inatteignables. Donc ça, il faut le prendre en compte d'une certaine manière dans la réflexion. Il faut absolument le prendre en compte parce qu'encore une fois, sinon on est dans un jeu classique qui pourrait être un jeu qui porterait sur n'importe quel sujet. Et là, on arrive sur quelque chose... On n'est pas dans l'Uchronie en fait. Ah, absolument. Et là, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Il y a des jeux uchroniques, hein. Il y a des jeux, notamment dans les années 80, qui sont sortis sur que se passe-t-il si les Japonais et les Américains envahissent les États-Unis, par exemple. Voilà. Donc, il y avait des tonnes de jeux qui sortaient sur ces sujets-là. Donc c'est possible, on peut le faire. Mais si on veut s'intéresser effectivement à un jeu historique, là pour le coup on parle de jeux purement militaires, mais il existe d'autres jeux historiques. Il faut évidemment s'intéresser à d'autres problématiques et s'assurer qu'on est dans le juste. Récemment est sorti, il y a 6 mois à peu près, un jeu qui s'appelle Land and Freedom, qui est un jeu sur la guerre civile espagnole. Et le parti pris du jeu est intéressant. C'est un jeu qui se joue à 3. Un joueur joue les socialistes, un autre joue les anarchistes, un autre joue les communistes. On joue contre le système, qui lui en fait représente la rébellion franquiste. L'objectif est à la fois de l'emporter et d'être celui qui sera à la tête du camp vainqueur. Donc donc le jeu, en quelque sorte, simule à la fois l'importance de lutter contre l'adversaire identifié, une rébellion armée qui vise à renverser la République espagnole, et en même temps qui ne fait pas l'impasse sur ce qui a caractérisé du côté républicain la stratégie, à savoir des luttes internes qui ont souvent été au détriment en fait d'une politique du projet général et d'une politique plus harmonieuse et d'une stratégie mieux définie. Alors vous montrez là justement un autre type de jeu, mais ça pose une autre question, qui est une question peut-être plus éthique, c'est que est-ce qu'on peut tout représenter par le jeu? Parce que on pense évidemment aussi à la Seconde Guerre mondiale, qui a beaucoup suscité l'imagination de créateurs de jeux et de créatrices de jeux, mais évidemment certains éléments semblent difficilement compatibles avec le fait de s'amuser. Et je crois que c'est une réflexion qui a d'ailleurs traversé l'esprit de beaucoup de concepteurs de jeux et de conceptrices de jeux. Alors c'est effectivement un point extrêmement important que vous soulevez. Il n'y a pas... aucun conflit ne se limite effectivement à de pures actions cinétiques entre combattants. Peut-on faire l'histoire de la guerre à l'Est entre 1941 et 1945, en faisant l'impasse sur ce qu'il y a derrière, notamment du côté allemand, c'est-à-dire un projet génocidaire? Je ne le crois pas. Faut-il le représenter? Je ne le crois pas non plus, en tout cas, ça ne me semble pas pertinent. Peut-on pour autant l'ignorer? Ça me semble tout aussi problématique. Et il y a un exemple pour cela qui est assez intéressant. Dans les années 80 est sortie une série de jeux sur la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait Europa,
et qui a notamment consacré de nombreux jeux de la série à la guerre à l'Est. Les auteurs du jeu, à l'époque, ont repris des cartes pour essayer de faire leurs cartes, et puis ils ont repris des ordres de bataille. Et je me souviens très bien d'avoir vu ces jeux-là, et notamment dans ces jeux, côté allemand, donc ils avaient repris vraiment l'intégralité des unités qui étaient représentées assez précisément. C'était un jeu qui était beaucoup trop précis, d'ailleurs. Là, on a un vrai problème d'ailleurs de représentation, puisqu'on jouait au niveau du bataillon. Vous ne pouvez pas jouer un front aussi énorme en descendant à un niveau où vous avez un pion qui représente 500 personnes. C'est pas possible. Néanmoins, à l'époque, tout le monde pensait que ça l'était et que c'était très intéressant. Et plus il y avait de pions, mieux c'était. Oui, ce que vous dites, c'est que ça pose un problème, c'est une petite parenthèse, mais que ça pose un problème dans ce que modélise le jeu et dans le fait qu'on se situe à la fois à l'échelle du général d'armée et à l'échelle du capitaine d'infanterie, quoi, grosso modo. C'est ça. Quelqu'un a dit on peut commander 3 bataillons, on ne peut pas commander 12 compagnies, hein, puisque en général, maintenant il y a souvent 4 compagnies dans un bataillon, et c'est effectivement assez juste. Et donc, voilà. Donc on en revient effectivement à ces questions d'échelle. Dans cette série Europa, étaient présents, je m'en souviens fort bien, des pions qui étaient appelés bataillons de sécurité, qui valaient en général pas grand-chose en termes de points de combat, et qui étaient souvent utilisés par les joueurs pour les placer ici ou là, pour rajouter un point de plus qui permettait parfois d'emporter le combat. Bon, ces pions, à l'époque, je pense que les personnes de bonne foi qui ont fait cet ordre de bataille n'ont aucune idée de ce que c'est. Depuis les études de Christopher Browning, on sait ce que c'est. Ce sont des Einsatzgruppen, c'est-à-dire ce sont des unités de gens qui sont chargés de faire du nettoyage ethnique et de massacrer des populations juives derrière les lignes allemandes. Donc il y a un vrai problème, effectivement, de représentation. Alors encore une fois, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont fait le jeu. Je pense qu'ils l'ont tout à fait de parfaite bonne foi en n'ayant absolument aucune idée de ce qu'étaient ces unités. Et pour cause, effectivement, elles avaient un nom, comme assez souvent, tout à fait neutre, hein, bataillon de sécurité. Voilà, ce sont des bandes de tueurs, hein, littéralement, qui ont massacré des centaines de milliers de personnes. Donc, on peut difficilement faire l'impasse là-dessus. Il y a, je crois, évidemment quelque chose qu'on pourrait toujours dire de déplaisant en associant le jeu et la guerre. On pourrait d'ailleurs, quelque chose qui est souvent évoqué, hein, dire comment peut-on jouer à la guerre, hein, non pas comment peut-on être persan, mais comment peut-on jouer à la guerre. Eh bien, on y joue effectivement souvent pour essayer de comprendre les choses. Non pas parce qu'on trouve que la guerre est quelque chose de formidable et d'extraordinaire et que c'est tout à fait plaisant, mais le jeu comme outil de compréhension, parce que outil qui permet d'incarner, d'agir, de faire. Oui, c'est cette côté de modélisation qui permet de repenser les structures, de repenser les mécanismes qui sont à l'œuvre. C'est cela. Et en fait, modéliser quelque chose, et c'est là où le jeu s'éloigne d'une recherche historique classique qui aboutit à un mémoire, c'est qu'effectivement, là, l'idée, la finalité, encore une fois, la méthode est presque la même. La finalité, c'est de produire un modèle. C'est-à-dire, pour employer effectivement une terminologie qu'on retrouve beaucoup dans les armées, qu'est-ce qui est menant et qu'est-ce qui est concourant? Quelle est la force centrale du phénomène que l'on explore et quels sont en quelque sorte les affluents Et puis parfois on se rend compte qu'on est parti sur l'idée que quelque chose était l'affluent et qu'en fait il est peut-être en fait le fleuve principal. Et l'idée, à travers la modélisation, et c'est pour ça qu'à mon sens, au-delà de l'outil qu'il est effectivement de travail, de formation, de réflexion pour les militaires, c'est aussi un outil, je pense, intéressant pour les historiens, c'est que le jeu permet, à travers cette tentative de modélisation, et j'insiste bien sur le mot tentative, parce qu'en fait, que le modèle soit opérant au final, et qu'on aboutisse vraiment à un jeu jouable, c'est évidemment souhaitable, et c'est toujours agréable, mais ce n'est pas forcément une fin en soi. Ça peut être aussi juste une manière de faire un pas de côté, de regarder différemment son sujet, et d'y retourner, du coup, avec d'autres idées de recherche, d'autres angles. Et si dans le monde académique français, c'est une pratique qui n'est pas vraiment vous montrez que dans le monde anglophone, alors
à une certaine période, au tournant des années 2000, il y a eu des séries d'universitaires qui ont tenté d'associer à leurs recherches, de façon assez systématique, des conceptions de jeux. Je pense à David Chandler, notamment pour la polyurcétique, par exemple, ou d'autres. Est-ce que ça a été une réussite? Est-ce que ça continue dans ce monde-là? Alors, ça existe, effectivement. Alors, par exemple, Christopher Duffy, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un grand spécialiste de la guerre à l'époque moderne, a publié un livre qui s'appelle Fire and Stone, qui n'a malheureusement pas été traduit en français, qui est un livre sur l'art des sièges au XVIIIe siècle, et à la fin de laquelle on trouve les règles d'un jeu. Elles sont très rapides, hein, elles font 4 ou 5 pages. Christopher Duffy était un grand passionné de jeux de guerre. Il a fait partie en fait d'une fine équipe avec effectivement David Chandler, notamment, qui au début des années 70 enseignait à Sandhurst, donc l'équivalent de Saint-Cyr pour les Britanniques. Et donc il y avait toute une série d'historiens à l'époque. John Keegan, par exemple, aussi faisait partie de cette petite bande qui faisait des jeux, organisait des jeux. Donc il y avait Donald Featherstone, Christopher Duffy, et puis le brigadier Young, qui était le responsable en fait du département d'histoire de Sandhurst, lui-même auteur de jeux, reconstitueur, s'intéressant lui pour l'essentiel à la guerre civile anglaise, et qui était quand même l'ancien chef du commando numéro 3 de l'armée britannique qui a débarqué le 6 juin. À partir du début des années 2000, le professeur Philip Sabine, notamment au King's College de Londres, publie plusieurs livres extrêmement intéressants, Simulating War notamment, mais avant cela, il écrit un livre qui s'appelle Lost Battles, qui est un livre sur les batailles de l'Antiquité. Et il propose en quelque sorte une lecture à travers le prisme du jeu des grandes batailles de l'Antiquité. Alors, globalement, quel est le point de départ de la réflexion de Sabine? C'est de dire, on ne sait pas grand-chose, et c'est un euphémisme, des batailles de l'Antiquité et de leur déroulement. Pour la bonne et simple raison que on manque de sources primaires. La plupart du temps, quand on a des sources, elles datent de 20, 30, 50, parfois plusieurs siècles après la bataille. Elles ne sont pas de première main, ou quand elles sont écrites, on pense évidemment à la guerre des Gaules de César, par quelqu'un qui par ailleurs a quelque chose à avancer, à montrer, et donc qui essaie de faire valoir soit ses droits, soit le fait que sa conduite n'est pas illégale. Et puis, quand on a des récits, malheureusement, les auteurs antiques nous disent des choses qui nous intéressent peu. On nous parle de la harangue de tel général devant ses troupes, arguant du fait qu'ils sont les représentants d'un peuple, du plus grand peuple sans doute, qui n'a jamais foulé cette terre. Et le déroulé de la bataille, les méthodes de combat, la manière dont le combat se déroule, le lieu même, les effectifs en général sont totalement fantaisistes. Donc on n'a pas ce qui a un intérêt pour l'historien ou l'historienne par ailleurs. Absolument, absolument. Mais du coup, c'est intéressant parce que oui, on se rend compte effectivement qu'il y a une espèce de topoi, enfin on est toujours là-dedans, il y a toujours les récits des batailles antiques suivent vraiment une espèce de trame assez commune et ça c'est intéressant évidemment. Néanmoins, si on veut comprendre comment s'est déroulée précisément la bataille d'Hydaspe, celle de Platée, celle de Cannes, qui a vu s'opposer Hannibal aux Romains et j'en passe, eh bien on est un peu en peine. Et Sabine propose en fait une modélisation des batailles, en disant en fait, alors on ne sait pas comment s'est déroulée la bataille, par contre on sait globalement quels étaient les types de troupes qui étaient présents et à peu de choses près un petit peu comment elles combattaient. Alors il ne rentre pas dans un luxe de détails, hein, il ne commence pas à distinguer les différents types de cavalerie où il y en aurait une cinquantaine, non, voilà, c'est de la cavalerie lourde, de la cavalerie légère, des éléphants, de l'infanterie en ordre serré, de l'infanterie et des tirailleurs, des gens qui tirent plutôt, qui sont plutôt pour du contact ou qui tirent, avec l'idée de dire, voilà l'idée générale du truc, de toute façon on n'aura pas plus d'éléments que ça.
Donc, puisque nous n'avons pas d'éléments assez précis pour reconstituer telle bataille, eh ben, reconstituons-la nous-mêmes. Et essayons non pas d'en comprendre le déroulé, parce que, encore une fois, c'est impossible, mais de comprendre la mécanique, sans doute, l'horlogerie qu'il y a derrière cet affrontement, et comment, sans doute, les choses se sont passées. Au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, un militaire historien britannique avait inventé un concept qu'il appelait la probabilité militaire inhérente, qui consistait à dire, si on ne sait pas comment s'est déroulée une bataille, il suffit, quand on a un peu d'expérience, de se rendre sur les lieux, de se positionner à peu de choses près là où le général se trouvait, et en regardant le terrain, en ayant en tête les troupes, etc., on ne trouvera pas, évidemment, ça ne sera pas Eureka, on ne va pas trouver la bataille, mais on se fera quand même sans doute une idée de ce qui semblait être le plus probable. Et là, on en revient à la question que vous posiez tout à l'heure, qui est celle, effectivement, de est-ce que l'inventeur de cette probabilité militaire inhérente ne croit pas qu'il y a une nature de la guerre? Oui, et d'ailleurs, enfin, pour revenir sur Sabine, les résultats qui montrent sont vraiment intéressants parce que vous en parlez dans votre livre. Non pas sur il y a tant de troupes à tel endroit, c'est pas ça qui va poser question, mais ça permet de comprendre que le rôle du stratège, le rôle du commandant de guerre est à minimiser par rapport à ce que les sources mettent en avant. Et donc, non pas pour dire que le discours est faux, mais pour dire qu'il s'agit bien d'un discours, en revanche, tenir des troupes, eh bien évidemment, c'est compliqué à cette époque-là, dès que les troupes deviennent importantes, et qu'il y a un pouvoir du stratège qui précède le moment de la bataille. Absolument, et qu'en fait le rôle du stratège, il est effectivement dans la harangue, et que c'est sans doute pour cela qu'on insiste beaucoup, parce qu'une fois que la bataille est lancée, finalement, le stratège, que ce soit Alexandre, Pyrrhus ou César, n'a qu'une influence extrêmement limitée. Et il essaye de la garder en livrant bataille sur, la plupart du temps, un champ de bataille suffisamment plat pour avoir une bonne vision de ses troupes. Ce qui est intéressant parce que ça nous ramène au Chatrang et aux échecs, qui est un plateau nu, sur lequel il n'y a pas de forêt, pas de marécage, etc. Or, ce qui pourrait apparaître comme une critique, effectivement, en disant, voilà, les échecs, c'est pas très réaliste comme simulation de bataille, puisque, voilà, il n'y a pas de terrain. Oui, mais à l'époque où ils naissent, le champ de bataille idéal, c'est un champ de bataille plutôt plat et dégagé, parce que c'est la meilleure manière à la fois d'avoir un contact visuel avec les troupes que l'on commande, et deuxièmement, dans la mesure où les troupes se déplacent en formation, de s'assurer qu'elles ne vont pas perdre leur cohésion en marchant dans du terrain qui est impropre justement à un mouvement ordonné. Pour conclure, on a beaucoup parlé du jeu de guerre et du jeu de guerre historique. Vous considérez que cette pratique du jeu peut être élargie à la recherche et à l'enseignement de l'histoire sans la restreindre à ses aspects militaires? On l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais je crois qu'il y a un jeu dont vous voulez nous parler qui était Votes for Women et qui permet de modéliser aussi et de comprendre des prises de décision, mais dans un cadre qui dépasse celui de l'espace militaire. Alors absolument, aujourd'hui, les jeux de guerre qui continuent toujours d'exister cohabitent avec d'autres types de jeux qui s'intéressent à d'autres types de conflictualités et donc effectivement notamment à explorer des conflictualités sociales. Et j'ai effectivement, voilà, je suis très heureux de pouvoir parler de ce jeu qui s'appelle effectivement Votes for Women, qui est un jeu qui est sorti cette année, ou en tout cas en 2023 ou à la fin 2022 de mémoire, qui, comme son nom l'indique, est un jeu en fait sur la lutte menée par les Américaines, ce qu'on appelait les suffragettes à l'époque, mais c'est pas comme ça qu'elles s'appelaient elles, pour obtenir le droit de vote. Et donc c'est un jeu qui explore cette mécanique. L'objectif du jeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'États qui ratifient l'amendement qui va permettre aux femmes, à l'américaine, de voter. La française doit voter, l'américaine doit voter, hein, on connaît le slogan. Et ça me semble intéressant parce que, outre le fait que ce jeu regorge d'un matériel absolument incroyable, il y a un nombre de facsimilés dedans qui est phénoménal et qui montre qu'on peut produire des jeux d'une richesse absolument incroyable, ça montre aussi que le jeu est un outil absolument fascinant d'exploration, de mécanique
autres effectivement que des mécaniques purement militaires. Là, on est sur une mécanique sociale. On a un autre jeu qui était sorti il y a 2 ans par un auteur français, Frédéric Serval, qui s'appelle Red Flag Over Paris, et qui va bientôt sortir d'ailleurs en français, qui est un jeu sur la Commune de Paris, et qui, pour le coup, n'a pas pour objectif de simuler les combats pendant la semaine sanglante, mais bel et bien comment chaque camp, communard et versaillais, pour rester dans la terminologie habituelle, essaye de l'emporter à la fois sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur tout un tas de plans, et de montrer qu'en fait la lutte dépasse purement un cadre militaire. Pour moi, ces jeux-là ont un intérêt fondamental qui est celui de s'intéresser aux mécaniques et d'essayer, par un biais d'expérience, en fait, d'aller au-delà, potentiellement aussi de permettre à des gens qui ne s'intéresseraient, qui n'auraient peut-être pas envie de lire un livre sur la lutte des Américaines pour les droits civiques, parce qu'ils n'auraient pas le temps, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la culture suffisante ou les connaissances suffisantes pour le comprendre, parce qu'une bonne partie de la littérature en question est en anglais, etc., d'avoir un outil qui leur permette d'explorer rapidement, en l'espace d'1 heure ou 2, les mécaniques profondes de ce conflit qui a changé la face des États-Unis. Voilà qui nous donne envie de mettre l'histoire en jeu. Merci beaucoup Antoine Bourguillot pour ce moment avec nous à Entretemps. Merci Aurélien Pétard.